2020, votre quart d'heure américain. Le 9 novembre 2016, le temps à New York est morose, l'atmosphère aussi. Donald Trump vient de remporter à la surprise générale l'élection présidentielle. Ce jour-là, j'étais à la recherche de témoignages en plein Manhattan et je me souviens avoir interviewé des électeurs abasourdis. Alors à moins de 2 semaines de l'élection 2020, les démocrates jouent la prudence. Rien n'est gagné d'avance. Même si de nombreux voyants sont au vert pour Joe Biden, la défaite d'Hillary Clinton reste dans toutes les têtes. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, je suis Antoine Boyer et cette semaine je vous propose de décrypter la campagne des démocrates de 2020 en la comparant à celle de 2016. Je suis avec mes collègues Yvan Couronne et Élodie Cuzin sur la terrasse du bureau de l'agence France-Presse à Washington, à quelques centaines de mètres à peine de la Maison-Blanche. Bonjour Yvan, bonjour Élodie. Bonjour Antoine, bonjour Élodie. Bonjour Yvan, salut Antoine. Alors Yvan, il y a 4 ans, tu as suivi Hillary Clinton en campagne. Et oui, c'était une vraie campagne, hein. Il y avait des meetings, il y avait des avions, il y avait Hillary Clinton qui allait dans les cafés, elle serrait des mains, elle prenait même des selfies avec des gens. Voilà, mais c'était le bon vieux temps. Élodie, toi en 2020 donc, tu bouges un petit peu moins car tu es chargée de la campagne de Joe Biden. Ouais, quand j'entends Yvan, ça fait rêver un petit peu. On avait commencé comme ça, mais c'est vrai que moi, on m'avait dit que la première campagne aux premières loges en tant que correspondante politique, j'allais plus avoir de maison, plus de vie. Et finalement, j'ai passé du mois de mars au mois de mai à la maison comme Joe Biden, à le regarder sur Internet. Chapitre 1. Hillary Clinton et Joe Biden face au Parti démocrate. Le 26 juillet 2016, Hillary Clinton devient la première femme candidate d'un grand parti à l'élection présidentielle américaine. Yvan Couronne, tu es à Philadelphie ce soir de convention démocrate et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'heure est à la fête. Oui, c'est une grande première, comme tu viens de le dire. La première fois qu'une femme a une chance réelle de devenir présidente des États-Unis. Mais il y a aussi un sentiment de soulagement parce qu'Hillary Clinton a eu du mal à s'imposer dans son parti. Ce fut des primaires très mouvementées contre son adversaire principal, qui était Bernie Sanders. Donc même au moment de son investiture, ce n'est pas encore une figure consensuelle. Élodie Cuzin, 4 ans plus tard, c'est Joe Biden qui enfile le costume de candidat du parti. Lui aussi, il a eu une primaire un peu difficile. Il a une primaire même très difficile parce qu'il a enchaîné les défaites assez humiliantes au début, jusqu'à sa victoire éclatante en Caroline du Sud. Son équipe et lui, depuis le début, comptaient sur les électeurs noirs de Caroline du Sud, mais les stratèges, les observateurs n'y croyaient plus trop après 3 défaites humiliantes. Donc là, il a vraiment marqué un retour historique, inédit en politique américaine. Et là, la différence, c'était que Bernie Sanders s'est rallié très vite, et tout le monde s'est rallié assez vite. Il n'y avait plus les atermoiements de 2016. En 2016, Bernie, il avait attendu vraiment, il a négocié son ralliement jusqu'au dernier moment. Ouais, je dirais que plus que populaire pour les électeurs démocrates, en tout cas, Joe Biden a réussi à s'installer en figure de rassemblement. Chapitre 2. Hillary Clinton et Joe Biden face à Donald Trump. La moquerie, c'est la marque de fabrique de Donald Trump, sa signature. Joe Biden, Sleepy Joe. You know who it was? Crooked Hillary. Élodie, le président américain a-t-il trouvé la tacle miracle contre son rival démocrate ? Alors, il a trouvé un surnom qui fait mouche avec Joe l'endormi, Sleepy Joe, et l'idée qu'avec le confinement, il se cachait, et il se cache toujours dans son sous-sol selon les Trumpistes. C'est quelque chose qu'on entendait cet été sur le terrain dans le Wisconsin, donc un des États importants pour la présidentielle. En revanche, l'idée, quand Donald Trump a tenté de décrire Joe Biden comme une marionnette en proie à la gauche radicale, qui allait semer le chaos dans les rues américaines, c'est quand même une figure
un homme un septuagénaire que tout le monde connaît quand même aux États-Unis. Et ça a eu beaucoup de mal à coller à son image. Le 26 septembre 2016, Donald Trump et Hillary Clinton s'affrontent pour le premier débat de la saison présidentielle et la démocrate fait forte impression. He has really started his political activity based on this racist lie that our first black president was not an American citizen. On peut dire d'une certaine manière qu'elle avait gagné ce premier débat. Oui, mais il faut relativiser. Comme on l'a vu avec l'expérience de 2016, les commentateurs, les journalistes, les démocrates peuvent penser qu'elle a réussi son débat, mais ça n'a pas fait vraiment bouger les lignes, ça n'a pas fait changer d'avis beaucoup d'électeurs apparemment. With you, Go ahead. they You say- get the wait a minute. You get the final word, Mr. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this. Hey, this let me just person. say, Joe, No. I'm Mr. President. 3.5 I'm Mr. million, President. Joe. Elodie, comment as-tu trouvé Joe Biden lors du premier débat, ou devrais-je dire plutôt la foire d'empoigne qu'il a opposée au président américain ? Au début, Joe Biden est parti dans ses longues réponses un petit peu embrouillées où il peut avoir tendance à partir dans tous les sens, à se perdre, etc. Mais très rapidement, Donald Trump a changé la dynamique en l'interrompant, en mettant ce ton très agressif dans le débat, qui a fait que Joe Biden lui-même a quand même eu des répliques inédites lancées à un président américain. Ici, il y a quand même un énorme respect pour la fonction. Il l'a traité de clown, il lui a dit de se taire. Du coup, en général, comme un peu en 2016, le consensus a été que Joe Biden avait gagné le débat. Il a réussi à faire un bon changement par rapport au ton de Donald Trump en s'adressant directement aux électeurs, en leur parlant, en ayant un ton plein d'empathie face à Donald Trump qui apparaissait très agressif. Aux États-Unis, on peut voter avant le jour J, soit par la poste, soit en personne. Alors les règles, elles varient selon les États, mais à 2 semaines du scrutin, une chose est sûre, la mobilisation est historique, des dizaines de millions d'Américains ont déjà voté. Je vous emmène dans l'un de ces bureaux ouverts au vote anticipé en Virginie pour prendre la température de cette élection. Je viens de rentrer à l'intérieur du bureau de vote d'Arlington. Il y a de nombreuses personnes qui sont en train de voter, un stylo à la main. Il y a des espèces de box avec un drapeau américain en décoration qui leur permet de voter en toute discrétion. Hello. Hello, sir. How you doing? Good, how are you? Good. Oh, my name is Eric Olson. I'm the deputy director. Je suis le directeur adjoint de ce bureau de vote. Voter registration here. We're here at our early Nous vote. sommes ici dans un bureau où les électeurs viennent voter physiquement. C'est le premier jour du vote anticipé pour l'élection fédérale, l'élection présidentielle du 3 novembre 2020, et il y a beaucoup d'électeurs. Nous avons eu du monde toute la journée. Ils utilisent un stylo pour cocher la case du candidat de leur choix. Et nous avons un scanner dans lequel l'électeur glisse son bulletin et le scanner enregistre ce choix. Les données sont toutes conservées sur une clé USB et nous conservons aussi les bulletins papier. Oui, je viens de voter pour les élections 2020 à Arlington, en Virginie. Cette année, avec le Covid, c'est vraiment important que les gens votent en avance pour éviter les longues files d'attente le jour J. Et la politique est très importante à mes yeux. Donc je voulais venir voter dès le premier jour. Vous avez attendu longtemps pour voter à cette élection ? 4 ans. Je m'appelle Marsha Johnston. Je travaille avec les démocrates d'Arlington. Nous, on constate que les gens hâtent de voter. Ils en ont marre de tout ce qui se passe. J'ai juste une autre petite question. Est-ce qu'il y a une espèce d'angoisse, d'anxiété, que ce soit 2016 again, 2016 à nouveau ? Non, bien sûr. Je crois que tous, nous, on est un peu shell-shocked. On a un peu peur. Et c'est bien, par contre, parce que ça nous met en garde. Ça nous met en garde de ne pas s'endormir. Chapitre 3. Hillary Clinton et Joe Biden face aux électeurs. En 2016, je me souviens très bien d'un des derniers meetings de campagne d'Hillary Clinton à la veille du scrutin, c'était à Philadelphie. Je me rappelle voir ces dizaines de milliers de personnes chauffées à blanc, cette foule heureuse d'entendre Michelle Obama, Barack Obama et Hillary Clinton. Thank you for coming out for one last rally before Election Day tomorrow.
Yvan, ce soir-là, tout le monde pensait écouter la future présidente des États-Unis. Ça, c'est sûr du côté du camp démocrate. Mais la veille, il y avait un dernier doute qui s'immisçait. Quand on se replonge dans tout ce qui a été écrit dans vraiment les tout derniers jours, des petits doutes. En tout cas, elle, au moment où elle fait ce meeting là dont tu parles, elle est à peu près sûre d'elle. Elle commence déjà à réfléchir au mercredi, le premier jour où elle serait présidente élue. Juste après ce meeting à Philadelphie, on a pris l'avion, j'étais dans l'avion, on est allé en Caroline du Nord pour le dernier meeting. Il y avait Lady Gaga qui a chanté, ça a fini à 1h, 2h du matin, je ne sais plus, dans la nuit. Et ensuite, dans l'avion de retour, ils ont ouvert le champagne. Il y avait Bon Jovi qui jouait de la guitare, il est venu nous parler. Mais non. Il y avait Bill Clinton, il y avait une ambiance, c'était dernier meeting, ça y est, c'est fini, cette fichue campagne est terminée, maintenant on va enfin pouvoir se concentrer sur la Maison Blanche. Comme quoi ouvrir le champagne avant le résultat, ça porte toujours malheur. C'était peut-être du mousseux, je sais pas. Et tu as souvent assisté au meeting d'Hillary Clinton puisque tu la suivais, elle était comment sur scène ? Donc c'était une oratrice un peu empruntée, un peu rigide, c'est pas sa meilleure scène, un meeting. D'ailleurs, dans le meeting de Philadelphie, le contraste était peu flatteur parce que Barack Obama a fait un discours ce soir-là. Et ensuite, c'était elle et c'est moins saisissant que quand Barack Obama s'exprimait. En revanche, là où elle était plus douée, c'était en petit comité. Quand elle parlait à des gens, par exemple dans les églises noires, elle était extraordinaire parce qu'elle partageait tellement d'histoires avec ce public-là. Elle connaissait les codes, elle était très respectée. Et c'est le paradoxe d'Hillary, c'était que c'est quelqu'un qui avait une image publique de quelqu'un de froid, quelqu'un d'autant, mais il y a tout un pan de ses amis, des gens qui la connaissent, qui disaient mais c'est une femme drôle, c'est une femme qui a beaucoup d'empathie. Hillary l'a mal aimée, c'est comme ça que je la décris tout le temps. C'est drôle parce que ce sont des traits qui peuvent être qu'on peut appliquer à Joe Biden aussi. Oui, c'est vrai. Quand tu parles de ce contact humain, la compassion, dans des plus petits environnements, je me rends compte que nous qui pouvons le voir plus souvent que ce qu'on voit à la télé, c'est vrai qu'en général l'image qui dégage c'est voilà, des discours préécrits, sans des grandes envolées lyriques ou le charisme de Barack Obama. Mais c'est vrai qu'au contact des électeurs, il y a ce côté, il sait écouter, il prend le temps, il est apprécié. On l'a vu au moment de l'annonce de sa candidature, donc en avril 2019, on était allé à Pittsburgh. Et ensuite, surtout dans l'Iowa, la comparaison avec les autres candidats à la primaire démocrate était assez frappante parce que lui faisait des petites rencontres. On l'avait vu un petit matin à Burlington, dans une petite ville gelée de l'Iowa, où il parlait dans une salle polyvalente à des gens qui l'écoutaient studieusement. Par rapport à la même époque à Bernie Sanders qui avait des concerts avec des milliers de personnes, Elizabeth Warren qui avait la salle debout, qui chantait une femme à la Maison Blanche, etc. En revanche, encore une fois, Joe Biden, à la fin de ses discours assez ennuyeux, il faut bien le dire, avait ce moment où il se prenait en photo avec les spectateurs. Et là, on sentait l'attachement que les électeurs ont pour lui. Mais la différence, c'est que Hillary Clinton, il y avait quand même une partie de la population qui était irrémédiablement persuadée que c'était une sorcière diabolique et la pire des personnes. Et j'ai pas l'impression que la personnalité de Joe Biden soit aussi clivante dans le pays. Joe Biden, c'est plutôt que du côté des électeurs démocrates, soit certains le trouvent trop ennuyeux, trop vieux, trop fragile, un manque d'énergie, etc. Mais effectivement, au contraire, il y a quand même un certain attachement à Uncle Joe. Contrairement à Hillary Clinton, Joe Biden n'organise pas cette année de grands rassemblements. I'm going to follow the doc's orders, not just for me, but for the country. And that means that I am not going to be holding rallies. Dans la dernière ligne droite de cette campagne, on a d'un côté Donald Trump, un homme pressé qui parcourt l'Amérique et organise des meetings, et de l'autre Joe Biden, un homme un peu plus discret qui évite de déplacer les foules. Élodie et Yvan, est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie côté démocrate ? Bonne stratégie ou pas, les démocrates jusqu'ici et l'équipe de Joe Biden défend farouchement cette stratégie.
en expliquant qu'il y a une pandémie et qu'ils le prennent très au sérieux pour protéger les électeurs, pour protéger les passants et aussi, ça ils le disent moins, pour protéger leurs candidats. Voilà, Joe Biden a 77 ans et ça a été très critiqué, même si beaucoup d'électeurs démocrates, encore cet été, avant qu'ils reprennent quand même le terrain, nous disaient dans le Wisconsin, on comprend, c'est normal, mais il ne faut pas qu'ils refassent l'erreur d'Hillary qui n'était pas venue, il faut qu'il vienne, même si on doit le balancer en hélicoptère pour 24 heures. Il se débrouille comme il veut, mais il vient. Depuis, il y est allé, mais ces visites n'ont pas la même couverture quand même médiatique que Donald Trump, elles sont en demi-teinte, c'est beaucoup plus discret. Mais nous, on voit peut-être pas ça à Washington, il donne quand même à chaque fois des interviews dans les médias locaux, et encore une fois, il passe dans les magasins, il parle aux gens, donc quel est l'impact de ces petites visites ? Oui, donc tu veux dire qu'il a quand même tiré un peu la leçon de 2016. Il va dans les endroits où Hillary pensait avoir déjà gagné et où elle n'a pas mis les pieds ou presque pas, quoi. Épilogue, Hillary Clinton et Joe Biden face à leur destin présidentiel. À 2 semaines du scrutin, Joe Biden est largement devant Donald Trump avec 8,6 points d'avance au niveau national dans les sondages. 2 semaines avant l'élection, Hillary Clinton, elle, avait 5 points d'avance. Yvan, ça veut dire que rien n'est joué pour Joe Biden ? Non, parce que les sondeurs ont, eux, tiré les leçons de leurs erreurs, qui n'étaient pas si énormes que ça, en 2016. Mais la grande leçon, si je peux me permettre, c'est de ne pas faire de pronostics. Ça ne sert à rien, d'accord ? Tu as une chance sur 2 de te tromper. J'allais pas te demander de faire un pronostic. D'accord. Mais donc, non, il faut que Biden continue à faire campagne. Il ne faut pas qu'il croie que c'est dans la poche. Maintenant, il a une stratégie, voilà, il l'applique, il pense que ça va suffire pour gagner. S'il perd, c'est vraiment de sa faute à ce stade, hein. Il est tellement en avance. Mais voilà, on peut jamais savoir ce qui peut se passer. Là, c'est l'autre leçon de 2016, c'est que dans les 2 dernières semaines, les 10 derniers jours, il peut se passer des choses qui font basculer l'élection. Donc attention. D'ailleurs, on voit la marge, même si elle reste quand même très large en faveur de Joe Biden, elle s'est resserrée ces derniers jours. Et du côté démocrate, les stratèges, les observateurs se moquent un peu d'eux-mêmes en disant que ça y est, c'est le moment de la panique. Il y a le syndrome post-traumatique de 2016 où tout le monde se demande est-ce qu'on s'est complètement planté encore une fois. Trump qui multiplie les meetings dans des endroits clés qui peuvent vraiment faire basculer la victoire. Lui, Joe Biden, son équipe en tout cas, a l'air de croire à la victoire, en tout cas de se tenir à cette stratégie de ne pas déborder, de ne pas faire de débordement, d'éviter les emportements, de ne pas l'exposer justement aux questions des journalistes. Rien n'est joué. Oui, mais c'est vrai, tout le monde a été tellement traumatisé par la surprise de 2016 qu'on a du mal à croire à l'issue la plus probable qui est, selon les sondages, que Joe Biden soit élu. Toi qui es correspondant science maintenant, Yvan, on peut dire que les planètes sont alignées. Oui, mais les planètes, ça bouge aussi, donc je sais pas. Verdict donc peut-être le 3 novembre si on a les résultats le soir même. Élodie, Yvan, merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Bonne fin de campagne et à très bientôt. Merci Antoine. Merci Antoine. C'est la fin de ce 35e épisode de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Merci pour votre fidélité. À la préparation de ce numéro, Salima Belhadj. Un grand merci à mon ami Gaspard pour son aide et à toute l'équipe podcast de l'AFP à Paris, Laurent Nicolas, Perrine Salessi, Colline Salois et Michaela Cancela Kiefer. À vendredi prochain pour continuer à suivre une élection passionnante et vous l'aurez compris, incertaine. Américanement vôtre.